À l'occasion des 72 heures du livre, à travers mon éditeur, parce que j'ai mis sur pied un ouvrage intitulé L'essor du monde rural, transformer la vie des paysans avec le modèle agro-pastoral Ouelapi. Le livre a environ 160 pages et les différents chapitres de ce livre parlent d'abord de ma personne, mon expérience, parce que vous voyez, quand on écrit un livre en général, c'est parce qu'on le puise d'abord de sa propre expérience personnelle. Et après, le livre parle aussi de tous les facteurs qui ont gêné l'agriculture, l'évolution de l'agriculture en Afrique. Lorsqu'on a constaté l'évolution de l'agriculture dans les autres régions du monde qui ont permis à ces pays-là d'avoir un certain essor économique, j'ai fait une comparaison par rapport à l'Afrique et j'ai constaté qu'il y avait eu des freins et des insuffisances qui ont empêché l'Afrique d'atteindre ce passage, d'emboîter ce passage-là. Ce qui a fait en sorte que l'Afrique, par rapport aux autres pays du monde, est restée un peu en arrière. Et après, maintenant, j'ai essayé de démontrer le modèle actuel, la solidité du modèle actuel qui est pratiqué en Guinée ou en Afrique subsaharienne en général, un modèle qu'on nomme en général de modèle capitaliste, de modèle qui tue la paysannerie. J'ai démontré ses limites par rapport aux réalités actuelles. Si ce modèle était vrai peut-être à l'époque coloniale où l'Afrique était pratiquement un continent où on venait chercher les matières premières, les ressources agricoles pour ailleurs. Maintenant que nous sommes libres, il faut qu'on développe un modèle agricole qui est plus inclusif, plus endogène. Et à la fin, justement, après les insuffisances que j'ai relevées dans le modèle actuel, j'ai proposé maintenant ma méthode, bien le modèle dont je parle. Et j'ai essayé de montrer les étapes que je propose, les éléments que je propose, les piliers que je propose pour que ce modèle soit mise en œuvre et soit bien. Et à la fin, j'ai justement essayé de montrer tous les avantages qu'on retirerait de ce modèle, tel que la lutte contre l'immigration clandestine, contre l'exode rural, contre l'immigration clandestine, l'atteinte de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, aussi la création des milliers d'emplois. Et en conclusion, justement, j'ai fait une conclusion pour essayer de situer l'Afrique dans le contexte géopolitique mondial, où vous avez vu une rupture des chaînes d'approvisionnement, mais la guerre en Russie, en Ukraine, a fait en sorte que nos pays n'ont pas pu s'approvisionner comme ils s'approvisionnaient souvent. Les maladies qui nous ont frappés comme Ebola, comme Covid, ont montré une chute, une rupture dans nos chaînes et montré une fragilité du modèle actuel qui est tourné essentiellement vers l'exportation des matières premières ou bien des produits d'extraction. Et lorsqu'on gagne des devises à l'extérieur, ces devises-là sont là pour acheter encore ce que nous allons consommer. Mais pendant Covid, pendant Ebola et avec la guerre en Ukraine, personne ne voulait plus nous vendre. Nous avons assisté à une inflation des produits agricoles. Donc ça veut dire que c'est une limite de ce modèle. Quand il y a une limite d'un modèle, il faut que nous, Africains, nous travaillons maintenant pour proposer un modèle qui est plus inclusif, endogène et qui peut nous permettre de mieux travailler sur les innombrables terres agricoles que nous avons. L'objectif principal de cet ouvrage, c'est de proposer une structuration du modèle agro-pastoral dans nos pays d'Afrique subsaharienne et particulièrement en Guinée. En effet, les pays comme la Malaisie, les pays comme Singapour ont misé sur les services. Ce sont les pays qui ont misé sur les services, le port, les aéroports, le tourisme et tout. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas de sol, ils n'ont pas de sous-sol. Mais regardez comme ils sont riches, parce qu'ils ont misé sur effectivement ce sur quoi ils sont plus forts. Nos pays de l'Afrique subsaharienne, qui avons des milliers d'hectares, la Guinée a 6 200 000 hectares de terre. Pourquoi nous ne miserons pas sur ça? Parce qu'on dit l'Afrique est un continent essentiellement agricole. Il faudrait qu'on mise sur ça et qu'on trouve un modèle qui permet non seulement de créer des milliers d'emplois, qui permet de nous donner du travail à notre jeunesse, qui permet de sédentariser notre jeunesse, qui permet de ne plus exposer notre jeunesse à l'immigration clandestine, à l'exode rural, à stabiliser les populations, à commencer à créer de la richesse. En un temps, on ne sera pas ultra riche, mais on commencera à être de moins en moins pauvre. Et si on est de moins en moins pauvre, vous comprenez avec moi qu'avec l'effet d'accumulation de capital, nous commencerons à devenir riches et on sortira de la pauvreté. Les problèmes auxquels sont confrontés le secteur agricole aujourd'hui sont exactement les piliers que j'ai structurés dans mon modèle. Un, il y a l'accès à la terre. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a certaines personnes qui ont de la terre, c'est vrai. Par exemple, sur les 6 200 000 hectares de terre de la Guinée, il n'y a que 10% qui sont utilisés chaque année. C'est très faible si on voulait utiliser l'agriculture comme un moteur de développement. Donc il y a d'abord l'accès à la terre. Si un jeune aujourd'hui, les jeunes qui sortent des universités veulent se lancer dans l'agriculture, la première question, ce sera de savoir où est-ce qu'ils vont prendre la terre. Donc il faudrait que nous organisions une réforme agraire qui permet
aux gens d'avoir accès à la terre et avec les sécurités qui s'en suivent. 2, il faudrait que les jeunes aient accès à la formation dans le secteur agricole. Aujourd'hui, tout le monde s'agit dans le secteur agricole. En passant, 80% de la population de la Guinée travaille dans le secteur agricole et rural. Mais le problème, c'est que comment ils travaillent? Quelle est la productivité? Ils travaillent encore de façon archaïque avec les outils dépassés. Et les innovations d'intelligence artificielle, des drones et tout, n'existent pas, ne sont pas encore totalement utilisées. Ce qui fait que l'agriculture n'est pas enseignée à tous les niveaux de sortie de l'école, que ce soit en 7e, en 6e, que ce soit au brevet, que ce soit en terminale. Est-ce que nos jeunes sont outillés? Les jeunes qui sortent à ces niveaux de l'école vont forcément travailler ou s'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans les secteurs secondaires et tertiaires, ils vont retourner dans le secteur agricole. Mais est-ce qu'ils sont préparés? Non. Il faudrait qu'on commence à préparer nos jeunes à la base, dans toute la chaîne scolaire, qu'on leur donne les outils agricoles de telle sorte que, quel qu'en soit le niveau où quelqu'un sort de l'école, ils puissent avoir des petites notions de l'agriculture. Donc si les gens ont la formation, après il faudrait arranger le capital parce que aujourd'hui, si vous voyez les objectifs de la Banque centrale, c'est de créer la croissance et l'emploi. Mais la croissance et l'emploi, comment? C'est-à-dire quand on a accès au capital, on peut se développer. Mais le secteur agricole, avec mon expérience de 9 ans de banque, j'ai constaté que le secteur agricole, les banques ne prêtent pas au secteur agricole. Ils ont les raisons. Ils ont leurs raisons. Le secteur agricole est frileux, ils sont frileux. Le secteur agricole est instable. Le secteur agricole, on ne peut pas anticiper facilement. Mais justement, si on développe une garantie développée au niveau de la Banque centrale, pour que la Banque centrale, à travers sa politique monétaire, demande aux banques secondaires de prêter dans le secteur agricole. Par exemple, comment cette garantie-là? Nous avons aujourd'hui le projet Simandou, très cher au président de la République. Il a nommé M. Diba Diakité comme coordonnateur du projet Simandou. Vous voyez que le deuxième ou le troisième pilier du projet Simandou, c'est l'agriculture. Mais l'agriculture, comment? Encore, il faudrait faire une structuration, sinon on risque de refaire comme ça se faisait avant. Et vous savez, on dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il faudrait trouver le capital. Si jamais à travers Simandou, on peut mobiliser les fonds qui enrichissent cette garantie bancaire, cette garantie qu'on développe dans notre banque centrale-là. À travers cela, justement, les banques secondaires peuvent se mettre à prêter aux jeunes. Mais prêter à qui? À ceux qui ont obtenu la terre à travers ce programme, à ceux qui ont obtenu la formation à travers ce programme. Et en quatrième pilier, il faudrait qu'on mette sur pied une structure qui est capable de racheter la production. Parce que ce que vous constatez actuellement, lorsque l'agriculteur finit de produire, après c'est encore lui qui porte, qui va sur les marchés pour vendre. Parfois on vient, on rachète ses productions avant récolte, on casse à très bas prix. Parfois quand il se déporte sur les marchés, arrivé là-bas, les lois du marché maintenant, auxquelles il n'est pas habitué, il se prend à la nasse et puis finalement il n'a pas assez de revenus. À travers ces systèmes-là, il n'a pas assez de revenus de sa production. Mais s'il avait une structure qui rachetait directement la production à celui qui a produit, ça ferait que lui, il a directement les fonds. On payera à travers la banque qui lui a donné les fonds en avance parce qu'il est forcément domicilié dans une banque. Et cette banque-là remboursera peut-être l'avance qu'elle lui a faite ou bien les commodités qu'elle lui a données. Et puis, il restera avec l'excédent. Et cet excédent-là, de fil en aiguille, constituera une bonne rentabilité pour lui qui lui permettra de mieux consommer, de se sédentariser. Et après, cette production-là ira où? On utilisera les chaînes traditionnelles. Lorsque les importateurs font venir les produits, ils utilisent les chaînes de distribution. Cette société qui a racheté les productions pourra maintenant essayer d'utiliser les mêmes chaînes de distribution pour distribuer à travers le pays. Ceci fera en sorte que nous aurons les matières agricoles à moindre coût. Et après, notre jeunesse sera plutôt, au lieu de prendre le chemin de l'exil, de l'immigration clandestine et autres, de la délinquance juvénile peut-être, seront mieux occupés à produire. Imaginez donc une armée de petits producteurs dans nos campagnes qui sont là, qui produisent des marchandises et que, à travers le biais du capital, ils sont aisément, ils ont les capacités de mieux produire. Et puis, quand on distribue sur les marchés, vous verrez donc que de fil en aiguille, on aura, le président de la République, qui est le patron de la politique économique, aura un instrument, soit pour aider ces jeunes, par exemple. Si un jeune a produit et que peut-être une unité de 1 million de francs guinéens, je suppose, le président peut décider d'acheter un peu plus. Ça permettra à ces jeunes d'avoir un peu plus d'argent. Et lorsqu'il faut écouler, le président peut décider de vendre un peu moins que le coût du marché. Ça permettra de toucher le panier de la ménagère. Parce que lorsque vous aurez des prix sur le marché, une abondance des produits agricoles qui créera une baisse par le jeu économique des prix, forcément le coût du panier de la ménagère sera amélioré. La qualité de vie aussi, parce que la nourriture, c'est le premier médicament. Il faut manger nous tous pour bien vivre. Si on mange bien, on se nourrit bien, on réfléchit mieux et puis on développe mieux notre pays. On vit longtemps, on développe mieux notre pays. Le livre coûte 180 000 francs.
Pour ce prix, c'est accessible à tout le monde, à des moyennes bourses. Vous savez, pour écrire un livre, il faut beaucoup réfléchir. Ça m'a pris pratiquement 7 années de ma vie, 3 années dans une faculté d'économie pour structurer ce modèle, pour apprendre à structurer ce modèle. 2 années pour écrire, 3 années pour écrire, parce qu'il faut faire des enquêtes et tout. 1 année de travail avec mon éditeur, vous voyez. Mais c'est de la connaissance. Tout le monde ne va pas faire ce genre de sacrifices. D'autres font beaucoup d'autres sacrifices. Mais ce n'est que c'est à ce modeste prix que nous le vendons et que nous mettons cette connaissance à la disposition de tout le monde. Je remercie aussi mon éditeur Dadia Édition, qui est un jeune comme moi, qui a cru en moi, qui a cru en mes capacités, qui m'a beaucoup orienté. Et je remercie aussi les organisateurs de 72 heures du livre, parce que c'est l'occasion justement pour que et les éditeurs et les écrivains se rencontrent, montrent leurs œuvres, montrent leurs productions pour que ça améliore. On dit toujours que si quelqu'un écrit un livre, n'a pas vécu inutilement, et on encourage, même le président de la République encourage les gens de lire, parce que justement c'est en lisant qu'on s'éduque, c'est en lisant qu'on a accès aux connaissances qui ne sont pas à notre portée. On ne pourra pas vivre toute une vie en faisant toutes les expériences, mais en lisant, on pourra vivre les expériences de tous ceux qui ont écrit ces livres-là. Donc c'est un élément très important.